Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, les citoyens tchadiens interdits d'entrer aux États-Unis. Les autorités américaines reprochent au Tchad son manque de collaboration en matière de sécurité. Le gouvernement tchadien invite Washington à reconsidérer cette décision. La fraude fiscale traquée au Rwanda devant l'accumulation des arriérés d'impôts. Le gouvernement diversifie ses méthodes de recouvrement, notamment avec la mise en place de la facture électronique. Et le Bénin accueille la 3e édition du tournoi international de handball des zones 2 et 3. Les premières rencontres ont eu lieu ce lundi. 6 pays de la sous-région ouest africaine sont en compétition. Mais tout d'abord, la Cour pénale internationale a rejeté une nouvelle fois la remise en liberté de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Dans un communiqué, la CPI estime ce mardi 26 septembre que la détention est la seule mesure qui garantisse la participation de l'ex-chef d'État à son procès. Laurent Gbagbo est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité pendant la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Au Tchad, reprise du dialogue entre syndicats et gouvernement. Les deux parties ont signé un protocole d'accord sur les modalités de ces négociations qui avaient été interrompues depuis le mois de juillet. Des discussions qui doivent permettre de trouver une sortie de crise à la crise socio-économique. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramdam. Au Tchad, le gouvernement et les centrales syndicales ont signé cette semaine un protocole d'accord pour la reprise du dialogue suspendu depuis le mois de juillet 2017. Les autorités et les organisations syndicales sous la supervision du Comité national du dialogue social ont repris les discussions en vue de trouver une issue à la crise socio-économique que traverse le pays. Une initiative saluée à l'unanimité par la majorité présidentielle et les partenaires sociaux. Les Tchadiens de plus en plus ont compris que le dialogue est une arme puissante. Toutes les guerres finissent autour d'une table de négociation avec le dialogue. Et en dialoguant, on trouve toujours des solutions. Si chacun lâche du lest. Mais ce qui a manqué, je pense, c'est la communication entre les deux parties. Parce que le gouvernement ne veut pas le malheur des travailleurs, du syndicat. Le syndicat ne veut pas couler le gouvernement. Mais ils ne se sont pas bien compris. Je pense que les gens vont trouver le juste milieu et tout va bien se passer. Selon les termes du nouvel accord pour la reprise du dialogue, le gouvernement s'engage à rétablir les effets financiers des avancements des agents de l'État dans le projet budgétaire de 2018. Il s'engage aussi à payer le restant des frais de transport des fonctionnaires à partir de la même année et de consulter dorénavant les partenaires sociaux sur tous les sujets les concernant. Il faut beaucoup de calme dans ces choses et beaucoup de patience. Rien ne se fait en un jour. Et nous devons apprendre à être patients. Nous devons apprendre à dialoguer. Nous devons apprendre à nous comprendre mutuellement. Et les choses vont avancer. Nous ne sommes plus à l'ère où la force doit prévaloir. Pour rappel, l'Union des syndicats du Tchad, la Confédération indépendante des syndicats du Tchad et le Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur ainsi que la Confédération libre des travailleurs du Tchad s'étaient retirés du dialogue en protestation contre le manque de volonté politique du gouvernement à respecter ses engagements sociaux. Et le Tchad est désormais visé par des restrictions migratoires américaines. Ses ressortissants sont depuis ce dimanche interdits d'entrer aux États-Unis. Washington reproche à N'Djamena son manque de collaboration en matière de sécurité. Un argument contesté par le gouvernement tchadien qui s'est dit étonné et a fait part de son incompréhension. Écoutez Madeleine Alengue, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement du Tchad. Le gouvernement de la République du Tchad a appris avec étonnement la décision du gouvernement américain d'inscrire le Tchad sur la liste des pays dont les ressortissants sont interdits d'entrer sur le territoire américain. Tout en prenant acte de cette décision, le gouvernement tchadien exprime son incompréhension face aux motifs officiels sous-tendant cette décision. Motifs qui contrastent avec les efforts et les engagements constants du Tchad dans la lutte contre le terrorisme au niveau régional et mondial. Aussi, le gouvernement tchadien en appelle-t-il à une meilleure appréciation de la situation et invite le président Donald Trump à reconsidérer cette décision qui porte gravement atteinte à l'image du Tchad et aux bonnes relations entretenues entre les deux pays
notamment dans la lutte contre le terrorisme. Le Tchad reste ouvert à toute discussion susceptible de renforcer sa collaboration avec les États-Unis d'Amérique sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Toutefois, le gouvernement ne souhaiterait pas être amené à user du principe de réciprocité dont l'application serait préjudiciable aux intérêts des deux pays. Au Rwanda, le gouvernement tente par tous les moyens de recouvrer les arriérés d'impôts. Si la fraude fiscale est passible de 5 ans d'emprisonnement, le phénomène est encore bien présent. Et les autorités doivent également garder la confiance des entreprises qui voient d'un mauvais œil les sanctions. Reportage de notre correspondant Olivier Jacotin. Au Rwanda, la lutte contre les fraudes fiscales et les arriérés d'impôts s'accentue ces derniers temps. Les autorités ont récemment récupéré 1,4 million de dollars provenant de la sous-évaluation ou la dissimulation de marchandises. Ce 25 septembre 2017, les mêmes autorités ont obtenu 8 millions de dollars de la vente aux enchères d'un édifice commercial figurant sur la liste des 250 entreprises locales et étrangères cumulant 73 millions de dollars d'impôts impayés. Je pense que ces différentes méthodes de recouvrement sont une bonne chose pour le gouvernement, qui a beaucoup de projets, surtout de construction d'infrastructures à réaliser. Dans un pays où s'acquitter des impôts n'est pas encore totalement ancré dans les mœurs, ces fonds récupérés feront du bien au gouvernement. Et pourtant, depuis mars 2013, la facturation électronique est devenue une réalité au Rwanda. Objectif, faciliter la gestion de la comptabilité des commerçants et atténuer les évasions fiscales sur la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée de 18%. Malgré cette volonté, la lutte est loin d'être gagnée car en 2016, ce sont 8 millions de dollars de fraude fiscale qui ont été détectés chez 25 entreprises. Certains experts préconisent 2 méthodes pour de meilleurs résultats. Il y a 2 manières de voir ça. Il y a la forme incitative qui permet aux entreprises, qui crée le cadre général pour que les entreprises puissent se sentir à l'aise et contribuer. Et il y a le volet coercitif où on force les entreprises, où on les sanctionne au cas où elles commettent des fraudes fiscales. Dans les 2 cas, il faut toujours les associer. Il faut associer la méthode coercitive et la méthode incitative. Notons que la loi de la communauté est-africaine prévoit 5 000 dollars d'amende pour fraude fiscale ou contrebande de marchandises. Le Rwanda s'apprête à célébrer l'édition 2017 de la Journée du contribuable le 6 octobre sous le thème « Mon impôt, mon développement, ma dignité ». Et du sport avec la 3e édition du tournoi international des zones 2 et 3 de handball qui s'est ouverte ce lundi 25 septembre au Bénin. Une compétition qui regroupe la catégorie cadette dames de 6 pays de la sous-région ouest africaine. En match inaugural, le Bénin, pays hôte, a battu le Niger 26-11. Reportage de notre correspondant Lefty Ono. Les handballeuses cadettes de la sous-région ouest africaine se défient à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Les sélections nationales cadettes du Bénin, du Togo, du Ghana, du Niger, du Burkina Faso et du Mali participent du 25 au 29 septembre 2017 à la 3e édition du tournoi international des zones 2 et 3 de handball. Les écureuils dames se sont affirmées au cours du match d'ouverture du tournoi. Elles ont dominé leurs homologues du Niger par un score de 26-11. Dans l'Afrique de l'Ouest, on est en train de progresser parce que si vous voyez, avant, nous avons des problèmes, c'est chaque fois de l'autre côté, vers Angola, vers Cameroun. Mais maintenant, dans les 3 ou 4 ans qui ont passé, notre handball est en train de progresser. Si on prend l'exemple de l'équipe féminine du Bénin et celle du, comment on appelle ça, Nigeria. Donc moi je pense que c'est déjà bien et on va continuer, Inch'Allah, on va continuer à travailler. Le Burkina Faso et le Ghana se sont largement imposés face à leurs challengers pour le compte de cette première journée. Les Burkinabés ont mené les Togolaises 44-10 et le Ghana a dominé le Mali 37-16. Les objectifs de cette compétition, c'est de prouver d'abord à la Confédération africaine de handball que nos infrastructures ont été mises maintenant dans les normes et que nous pouvons
abriter des compétitions. Parce que ça fait plusieurs années que le Bénin n'a pu abriter des compétitions, faute de salles. Autre chose, c'est de préparer la relève. Au total, 139 buts ont été marqués au cours de la première journée de cette compétition des cadettes handballeuses. 3 confrontations meubleront la deuxième journée. Elle mettra aux prises le Togo au Niger, le Burkina Faso sera face au Ghana et le Bénin tentera de défier le Mali. Cette compétition permet aux handballeuses cadettes de l'Afrique de l'Ouest de se révéler davantage. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.